Alors bonsoir, je m'appelle Francis Parlé-Chevrier, je suis le directeur général de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, l'UNEC pour faire plus court et plus simple. Alors, ça fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir ici à la Maison des écrivains. Et on est très heureux d'accueillir la première des 1001 soirées littéraires. Et je crois que d'accueillir cet événement-là ici à l'UNEC, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est aussi, quand je veux dire, aussi un parcours, disons, l'arrivée, l'étape d'un parcours très intéressant, parce que ça a commencé avec une discussion que j'ai eue avec Jérôme Pruneau, le directeur général de Diversité artistique Montréal, qui est là derrière dans le fond de la salle. On s'était rencontrés dans le cadre d'une activité qui s'appelait Art Interrelève, qui était organisée par le Conseil des arts de Montréal. Et donc Jérôme, on parle, on jase, on parle disons, des artistes de la diversité, la particularité des artistes de la diversité dans le domaine de la littérature. Et de fil en aiguille, Jérôme me parle de ce projet qui est en préparation, donc de 1001 soirées littéraires. Donc, finalement, c'est une occasion de réfléchir sur l'interculturalité. OK. C'est quelque chose qui s'apprend. Alors, donc voilà, j'ai eu 1000 de tentatives, alors c'est bon, je vais pratiquer. Alors voilà, donc c'était donc intéressant de discuter de cette thématique autour de la littérature, des écrivains, autour donc des arts de la voix et de l'écrit. Alors, donc à partir de là, j'étais très enthousiaste à l'idée de collaborer avec Kamal Lemkiran sur ce projet. On s'est rencontrés et bon, finalement, tout de suite, ça a bien fonctionné et on trouvait que c'était extrêmement pertinent d'accueillir l'événement ici. On espère qu'il y en aura d'autres. Alors voilà, parce que c'est une très belle activité, je suis le signe du dialogue et on se rend compte, je crois, que du dialogue, on a toujours besoin. Alors, donc on trouve que c'est très heureux de donner le coup d'envoi ici au milieu de soirée littéraire. Alors, je vais passer la parole à Kamal et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Je souhaite à mon tour la bienvenue ici, dans cet espace convivial qui est l'UNEC, l'Union des écrivains du Québec, dans le cadre d'inauguration des 1001 soirées littéraires. Pour paraphraser les 1001 nuits, parce que l'idée première au début c'était les 1001 nuits pour faire référence à ce qui a eu longtemps. Alors, les 1001 soirées littéraires mandatées par l'organisme Passerelle. Nous sommes une organisation, une association sans but lucratif qui existe depuis au moins depuis 2007. Et donc, nous avons commencé par l'édition électronique en éditant les œuvres inédites d'auteurs en ligne. Et on les édite en ligne. Et puis après, en parallèle, on faisait la promotion de ces œuvres et on organisait des événements et on organisait aussi donc, des rencontres culturelles. Il y avait plusieurs événements et donc rencontres qu'on avait roulées, je vais dire, au sein de l'association, d'où est venue l'idée donc de trouver un concept et de trouver donc la possibilité d'acheminer ça ou d'échelonner ça sur la base d'une rencontre par 12 mois. Donc dans ce projet, il s'agit d'organiser des rencontres littéraires thématiques qui ont trait à la littérature québécoise et la littérature francophone. Et donc, le but premier, c'est de pouvoir créer un rendez-vous incontournable autour de la littérature. Et donc, de parler des littératures francophones qui existent à l'intérieur de la littérature québécoise. Donc, j'entends les tendances nouvelles, d'abord, qu'on trouve en littérature. J'entends les littératures du Maghreb, les littératures issues de l'Asie, les littératures issues de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, etc. Et donc, tous les parcours aussi migratoires des auteurs qu'on va devoir inviter tout au long de l'année pour nous parler de leur parcours et pour nous faire part donc aussi de leur récit. Donc la formule, ça va être des rencontres littéraires et des lectures de textes. Alors on n'a pas la prétention, on a eu qu'une seule prétention, juste celle de pouvoir continuer à être réceptif à tout ce qui est suggestions et commentaires pour mener à bout ce projet. Donc nous avons pour objectif de continuer à sauvegarder le patrimoine littéraire des littératures au Québec et de présenter au public ces trajectoires. Nous remercions beaucoup l'UNEC qui nous ont bien accueillis. En effet, avec M. Chevrier, l'interaction était des plus enthousiastes, il faut le dire, avec Mme Pétier aussi.
Merci à Dan, notre partenaire officiel, M. Jérôme Pruneau, d'être d'une part présent avec nous, directeur général donc, de Diversité Artistique Montréal. Jérôme qui nous a merveilleusement accompagnés, faut-il dire, pendant la préparation tout au long de ces mois, et nous te remercions de vive voix. Nous remercions l'apport de M. Benjamin France qui nous a accueillis avec une grande générosité de cœur dans son bureau. On remercie aussi M. Khalid Fensab de Canada Junior qui est un fondateur aussi, qui est un fondateur de Pont. Il a beaucoup fait pour la littérature jeunesse dernièrement. C'est un grand atelier qu'il a donné au Maroc pour les enfants du Maroc et du Canada. Et ça, c'est très apprécié. Merci beaucoup à Didier Calvé, le président de l'association de création littéraire des jeunes, et à toutes ces institutions qui nous ont accueillis, qui ont validé avec nous les rencontres donc, qui vont se faire tout au long de l'année. La présence d'écrivains néo-québécois dans la littérature québécoise est visible de façon particulière à Montréal, qui est une ville à caractère pluriel. Cette littérature migrante elle prendra de l'ampleur au milieu des années 80. Et puis, donc, à côté de plusieurs auteurs québécois, comme Régent Ducharme, donc Georges Bessette, Anne Hébert, donc il y a aussi Jean Kokis, Monalatif Gattaz, Gary Clan, Rachida El Faddal. Et donc, nous avons le plaisir de pouvoir contacter, communiquer avec ces gens. Il y en a quelques-uns aussi que nous avons accueillis tout au long de l'année dernière, je veux dire, à travers un projet pilote, comme par exemple le projet qu'on a fait, qui est Libre le poème et qui a réuni une belle brochette, je dirais, d'auteurs et de poètes issus de tous les horizons. C'était à travers ce projet donc, qu'on avait communiqué avec ces auteurs pour pouvoir parler des 1001 soirées littéraires. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous, mesdames et messieurs, les poètes et les auteurs invités de cette rencontre. Yara El Gabban, Catherine Brunette, le professeur Simon Harel et Robert Berberiol que nous attendons d'une minute à l'autre. Et nous allons vous les présenter, messieurs, dames, avec plus de détails lors de cette rencontre. Bonsoir. Premièrement, je tiens à remercier M. Kamal Benkiren. Sans lui, ce projet ne voit pas le jour ce soir. Je remercie aussi tous les administrateurs de l'association Passerelle qui ont travaillé avec nous. Je tiens à remercier M. Jérôme Bruno de Diversité Artistique Montréal qui nous a accompagnés durant tout le processus de réalisation. Merci Mohamed Sadri. La parole à Jérôme Pruneau pour un petit mot. C'était pas prévu, puis je vais même pas pouvoir rester avec vous malheureusement, mais j'avais promis que je passerais. Je suis très content effectivement d'être là parce que quand Mohamed est venu la première fois dans le bureau, puis ensuite avec Kamal, j'ai trouvé ce projet tellement intelligent qu'il fallait absolument lui donner vie. Alors, ça fait un moment qu'on a travaillé dessus, on a essayé de réfléchir à comment lui donner une dimension non seulement intéressante, mais une dimension surtout justement littéraire. Et puis j'aime beaucoup cette idée de déplacement, d'aller à la rencontre des lieux. Alors effectivement, l'UNEX, c'est formidable, ça commence ici, mais je sais que ça va se déplacer partout. L'idée, c'est que ça vive une fois par mois, puis de commencer, je trouve qu'il y a déjà pas mal de monde, c'est bien, en tout cas la qualité toujours, mais de mois en mois, essayer d'agréger des gens différents, et puis de lui donner vie. Alors je souhaite une très longue vie au milieu d'une soirée littéraire. Voilà, bonne soirée. J'ai le plaisir de donner la parole à M. Didier Calvé pour un petit mot, directeur de l'association de création littéraire des jeunes, une association qui fait beaucoup de choses, non seulement au Québec, au Canada et partout dans le monde. Didier Calvé. Merci. Oui, en fait, l'Association pour la création littéraire chez les jeunes, c'est une association qui a pour vocation évidemment de faire la promotion de la qualité de la langue française, essentiellement dans les pays francophones. Et paradoxalement, ce ne sont pas les pays francophones qui ont une audience la plus grande, ce sont les pays francophiles. Je pense que vous faites la distinction, n'est-ce pas? Et donc, la passerelle, justement, je crois que ce serait un lieu absolument extraordinaire de faire ce pont, peut-être, entre les francophones et les francophiles au niveau de la jeunesse. On connaît les écoles montréalaises, on connaît les écoles qui ont une multi-ethnicité. Ma fille était dans une école où il y avait 52 ethnies.
Euh, donc, ce que nous essayons de faire, justement, au niveau de l'Association pour la création littéraire chez les jeunes, c'est de promouvoir cette qualité de la langue française au niveau des jeunes, pour essayer justement de faire des passerelles avec des jeunes d'ailleurs, des jeunes dans une vingtaine de pays avec lesquels nous avons des collaborateurs absolument extraordinaires. Voilà en gros ce que nous faisons, et la qualité du travail de ces jeunes est extraordinaire, et je pense qu'il faut vraiment les encourager, et c'est ce que nous essayons de faire constamment, par des diplômes, par des publications, par un bulletin. Si à un moment donné vous avez le goût de le recevoir, je pourrais peut-être vous inviter à venir me voir, et vous pourrez le recevoir. Il décrit beaucoup ce que nous faisons, et en même temps encourage les jeunes à s'exprimer. Je vous remercie. La parole à Khalid Fensab. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment avec un grand plaisir que je partage ce moment magique avec vous. Je suis journaliste, j'ai un site web pour les enfants qui est canadajunior.ca. C'est la voix des enfants canadiens. J'ai constaté que les enfants qui viennent d'ailleurs pour vivre ici, ils ont une petite histoire. Ils ont vécu là-bas quelque chose, ils ont un petit mot à dire. Ils veulent partager ça avec tout le monde. Et sur le web, c'est la seule expérience qui permet à ces enfants-là de s'exprimer. Donc je promouvois le jeune créateur, le jeune dessinateur, le jeune journaliste. Je lui apprends à comment exprimer, à partager ses points de vue, à donner l'opportunité à l'autre de le connaître. Merci beaucoup Khalid Fensab, on a collaboré beaucoup, hein. Il faut le dire, au Centre culturel du Royaume du Maroc, à travers le site canadajunior.ca. Il me fait plaisir, avant d'entamer le débat et de présenter nos auteurs invités, de présenter un maître du oud. Je vous invite à découvrir les prestations de ce monsieur Aziz Daouni. Aziz Daouni est natif de Casa, il est artiste dans l'âme. Il se forge un style musical sensuel et romantique. Il transmet par le oud une verve où la poésie des mots épouse les notes mélodieuses. Il a sorti son premier album en 2006, Les Mélodies Poétiques. Il est très impliqué dans la vie communautaire et associative. Il a donné plusieurs concerts au Maroc comme au Québec. Il a formé des luthistes orientaux et occidentaux, dont l'américaine Jennifer Groot, finaliste à Arab Got Talent, fondateur du duo d'Orient. Il a aussi fait une émission radio, Le Moment Onirique. Il est en phase de préparer son deuxième album, à moins qu'il soit préparé, tu nous en parleras si tu veux. Mesdames et messieurs, Aziz Daouni.
L'invitation à laquelle je suis très sensible parce que l'université, par moments, non pas un espace désertique, mais peut s'apparenter à une forteresse dont on ne sort jamais, donc c'est un peu dangereux. Et puis la vie littéraire existe par définition hors des murs de l'université. Nous recensons les écrits, nous les étudions, donc je suis très heureux de connaître avec un retard dont je m'excuse l'initiative dont vous êtes co-responsable et qui me semble indiquer hors de tout doute que cette interculturalité dont nous parlons, elle est là tout simplement. Donc elle est présente et elle est très active. Je vais peut-être un peu déborder, vous m'excuserez, c'est un peu une manie universitaire, mais bon, on ne se change pas. Peut-être déborder le strict champ de la dimension interculturelle dans la littérature québécoise, parce que je crois que c'est acquis. Je dirais, c'est acquis, dans la mesure où il y a vraiment eu, je crois, des débats et des combats assez féroces au cours des années 70. On peut penser à Marco Micone, qui a été vraiment un préfigurateur dans le domaine du théâtre, avec Adolorata et d'autres pièces. On peut penser évidemment... on peut penser à la Revue des Rives, qui est peu connue, mais qui a été très importante dans l'histoire du Québec littéraire et qui le demeure. On peut penser à la Revue Vice-Versa, un peu plus tard, avec les intellectuels italo-québécois et un certain nombre de publications qui, à la fin des années 70 et au début des années 80, font basculer le Québec dans une réflexion, une dynamique qui s'est accentuée par la suite, qui n'est jamais simple, mais qui consiste toujours à se poser la question de ce que j'appelle, à la suite de mon collègue François Paré, la double exiguïté. Je dirais que c'est la situation du Québec qui en fait un laboratoire fascinant à bien des égards. C'est que les Québécois francophones se perçoivent pour toutes sortes de raisons. Le sont-ils vraiment? Ça, c'est un autre enjeu et je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Il s'agit de la charte. D'ailleurs, je me mords la main pour ne pas en parler, mais je dirais, les Québécois se sont perçus comme des sujets minoritaires. Et je dirais qu'une grande partie de la littérature québécoise, je ne parle pas nécessairement des écrivains eux-mêmes, parce que les écrivains sont toujours plus complexes que les manuels que l'on fait à leur sujet. Mais je dirais que dans l'historiographie de la littérature québécoise, cette définition de la littérature québécoise comme réalité minoritaire a joué de manière très nette, notamment avec toutes les luttes qui ont été consacrées à la décolonisation de la littérature québécoise au tout début des années 60. On peut penser à la revue Parti pris, notamment. Et bon, sont-ils minoritaires, ces Québécois? Laissons ce débat pour l'instant. Mais en tous les cas, toute la complexité de la situation québécoise, c'est de faire en sorte que cette double exiguïté, cette double marge, celle des Québécois eux-mêmes, celle des communautés culturelles vivant au Québec, celle des Premières Nations qui sont au Québec, tel qu'on le définit aujourd'hui, mais qui y sont depuis bien longtemps, bien avant la colonisation, cette double marge peut faire en sorte que cette situation qui peut sembler trouble, difficile par moments, est riche, je dirais, de nouveautés. Et la littérature migrante au Québec, je ne sais pas s'il faut continuer à parler de littérature migrante, je dirais que, à mon sens, c'est devenu tout simplement une forme de norme dans le discours historiographique, dans le discours social à propos de la littérature québécoise, mais cette littérature migrante, à mon avis, est très importante comme elle est. Et René Saint-Éloi y travaille depuis longtemps, comme l'est la littérature de la nation.
Mais j'aborderai un propos, et je vais peut-être conclure sur cet aspect, ou du moins avancer sur cet aspect. Vous faites vraiment si long. C'est assez, vous me donnez 2 minutes, vous me donnez 2 minutes, vous me faites ça. Et puis, je vais abréger. Je dirais que la migration est devenue, par contre, un discours, je dirais, assez consensuel dans le domaine, dans le discours social, en fait. Peut-être dans nos discours, évidemment. Nous sommes peut-être membres du Happy Few, mais en tous les cas, dans le domaine littéraire qui est le mien, il est vrai que ces discours sur la migration sont devenus des discours par moments très esthétisants. C'est-à-dire, comme autrefois tout le monde avait une grand-mère amérindienne, maintenant tout le monde a, comment dire, un immigrant dans la famille. Et cette esthétisation du migrant me semble très dommageable dans la mesure où elle ne permet pas de prendre en considération l'aspect absolument important des relations entre l'esthétique et le politique. Et on voit très bien que s'il y a un discours littéraire qui met de l'avant la nécessité du migrant, on voit très bien que le discours social, lui, et les discours sécuritaires ont comme enjeu d'intégrer et de contrôler. On voit très bien que la persécution existe, on voit très bien que la stigmatisation est présente dans les domaines médiatiques, dans les domaines journalistiques. On voit très bien que cette célébration du métissage qui est à la mode dans les milieux créatifs et intellectuels depuis les années 80, que ce soit l'interculturalité ou le multiculturalisme, pour moi, je dirais, si on voit les choses de loin, c'est à peu près pareil. On voit très bien que cette célébration du métissage dans les milieux créatifs et dans les milieux intellectuels dont nous faisons partie ne peut pas nous permettre, en fait, doit nous obliger, bien sûr, à constater la restriction des droits et libertés, la restriction des libertés fondamentales des étrangers, la restriction des services d'assistance juridique et sociale accordés aux migrants, et bien évidemment la militarisation et la surveillance des frontières. Donc je crois qu'il convient d'être absolument conscient, et vous l'êtes bien sûr, conscient du danger que peut représenter cette esthétisation du discours de la migration, qui peut devenir une sorte de caution morale pour des États-nations qui vont nous dire évidemment qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour assurer évidemment ce qu'on va appeler la concorde, le consensualisme, la tolérance, l'ouverture. Évidemment, tout le monde est pour l'ouverture, tout le monde est pour la concorde. Moi, je suis moins en faveur de la tolérance, qui me semble être un discours assez méchant. Mais tenir compte de la fermeture des frontières, de la négation des droits humains fondamentaux des migrants et de la précarité de leur statut, notamment à propos des réfugiés, je dirais des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, de ce que l'on pourrait appeler les sans-lieux, ça me semble absolument crucial. Donc, je dirais que sur ces questions de l'interculturalité, j'ai le sentiment qu'il faut radicaliser le discours. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aborder cette mise en relation de l'esthétique et du politique et voir que les sans-lieux sont légion et que les sans-lieux n'ont pas souvent voix au chapitre. Que nous pouvons leur permettre, et ce n'est pas simple non plus, d'avoir droit au chapitre, que les discours de contention, les discours de surveillance, les discours qui mettent l'accent sur l'existence de zones de danger ou de zones de sécurité, les discours donc qui font valoir le contrôle de flux migratoires pour des motifs sécuritaires, on a qu'à voir ce qui se passe tous les jours en Méditerranée, et on n'en sait à peu près rien, l'existence de Frontex, l'existence aussi, bien sûr, de discours haineux qui sont fondés sur cette disqualification du migrant. Et je dirais, c'est même pas le migrant que l'on accueille, c'est même pas le migrant qui devient le citoyen dans le pays d'accueil, c'est le sujet qui se trouve à la périphérie, c'est-à-dire qui se trouve en marge des frontières, et qui se trouve donc, d'une certaine manière, je dirais, je vais terminer là-dessus, dans un non-lieu tel que Marc Auger, l'ethnologue, l'avait entrevu, sauf que ce non-lieu est devenu une forme de condition commune. Alors, je dirais que dans le domaine du Québec, je dirais que dans le domaine de la littérature québécoise, dans le domaine de la réflexion des intellectuels québécois, le fait d'être minoritaire, le fait d'être sensible, on l'espère, à ces aspects de maltraitance sociale,
devrait engager une réflexion encore plus nette sur, par exemple, ça avait été proposé il y a déjà de nombreuses années par un certain nombre d'écrivains et d'intellectuels, par la création notamment de villes-refuges. Évidemment, une ville-refuge, c'est un peu un concept bidon, parce que par définition, si on crée une ville-refuge pour les réfugiés et que les réfugiés y sont, c'est qu'ils ont réussi à franchir la frontière. Mais il faudrait réfléchir à ces aspects très politiques, notamment dans le domaine urbain, qui permettent de faire en sorte que la voix des réfugiés puisse se faire entendre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je veux juste d'abord rappeler que nous allons organiser cette rencontre en 3 volets. On va débattre donc d'abord du sujet de la littérature québécoise et de l'interculturalité. On va faire après une lecture de texte, puis après on va donc devoir interagir avec le public qui nous suit, qui nous écoute. Très bien. Alors dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on focus sur l'interculturalité. Comment est-ce que vous la définissez dans vos écrits? Quelle est la dimension de l'interculturel dans vos écrits? On va faire un tour de table si vous le voulez bien. Commençons par Catherine. Je cherche comment l'expliquer, mais c'est sûr que moi j'ai tout le temps été ouverte aux autres nationalités. J'ai jamais voyagé, c'est un de mes rêves futurs. Autant pour la musique, c'est sûr des fois je comprends pas, mais il y a l'émotion qu'on ressent. J'ai déjà participé à des soirées qui avaient des textes qui étaient lus en arabe, puis je comprenais pas les mots, mais je pouvais savoir qu'est-ce qu'ils ressentaient d'une manière. Bon, je vais me fier à mon métier d'anthropologue. Alors, il y a toujours, certainement, quand on parle d'interculturalité, il y a toujours ce rapport à l'autre. Quelle forme ça pourrait prendre? Je pense que M. Harel l'a très bien dit. Il y a à la fois une espèce d'euphorie quand on se frotte contre la différence, quand on se frotte contre quelque chose qu'on ne connaît pas, mais il y a aussi une part de violence qui est quand même assez importante. Et souvent, la rencontre avec l'autre, pour revenir par exemple au mythe d'origine dont les anthropologues se prétendent être un peu des spécialistes, on voit que dans les mythes fondateurs, il y a souvent justement cet étranger qui vient complètement ébranler la terre, la société, le pays. Je dirais qu'il y a 2 mythes de fondateurs qu'on pourrait comparer. Celui où le fondateur de la société sort de la terre même, et c'est là où on parle d'autochtonie. Mais souvent, et c'est dans la plupart des cas, c'est un étranger, un voyageur, un explorateur qui arrive sur la terre. Et souvent, donc, la rencontre avec cet autre-là se fait. Et il y a à la fois une grande richesse, mais aussi une part de friction. Alors pour moi, quand je pense à l'interculturalité, quand je pense à tous les lieux dans lesquels j'ai vécu, toutes les cultures des gens, toutes les sociétés, toutes les histoires auxquelles j'ai été confrontée, je pense toujours à ce sentiment cette expérience de frottement et de friction. J'aime beaucoup cette métaphore-là, parce que dans la friction, il y a toujours cette possibilité d'allumer une flamme. Et à la fois, ça pourrait brûler, mais en même temps, quand on allume des flammes, pour aller retourner un peu à la pensée des Lumières, on peut aussi s'ouvrir à des possibilités absolument illimitées. Alors, quand je pense à l'interculturalité, je pense vraiment à cette friction productive et créative. Voilà. C'est sûr qu'il y a constamment cette interrogation Québec à propos de la langue, c'est toujours présent. Le problème, ce serait, à mon avis, mais je vais peut-être avancer un point de vue un peu complémentaire, c'est de créer une adéquation entre la langue et la culture. C'est souvent un élément très très présent dans le discours social à propos de l'identité québécoise. C'est pas que c'est faux, mais c'est insuffisant. Et c'est surtout que c'est souvent une définition essentialiste de la langue. Et donc,
Ce qui est intéressant et ce qui est en même temps troublant, c'est qu'on voit bien lorsqu'il y a une immigration importante qui provient de pays qui, par la colonisation, ces pays font en sorte que les locuteurs parlent le français. On peut parler du Maroc, par exemple, on peut penser à l'Algérie. On voit bien de quelle manière des débats qui sont plus linguistiques, mais qui sont des débats sociaux, interviennent parce que la langue n'est plus un paravent qui permet de masquer des problèmes d'une autre nature, d'exclusion sociale, d'inégalité économique. Et de ce point de vue-là, je dirais que la littérature québécoise, celle qui se fait, je ne parle pas du discours des critiques littéraires ou des intellectuels, elle a réglé le problème depuis déjà longtemps, à mon avis. Pour moi, un auteur anglo-montréalais, il écrit en anglais, pour moi, c'est un écrivain québécois, point la ligne. Si le débat consiste, en tous les cas, à mon sens, à poser une adéquation entre la langue et la culture et la définition d'une identité qui permettrait d'avoir un certificat qui donnerait le droit d'être écrivain québécois, donc pour moi, c'est de la mauvaise littérature. Ben, je veux dire, peut-être la création d'une langue littéraire. Là ça m'amène peut-être à une autre question. Peut-être on ne perd rien de creuser un peu plus. Mais est-ce que, par exemple, les écrivains néo-québécois écrivent différemment des écrivains donc, qui ont québécois issus de la littérature locale? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas très certaine de ça. Moi aussi, je partage un peu certaines réticences par rapport à la littérature migrante, parce que je pense que n'importe quel écrivain digne de son nom est un peu un migrant, un exilé. C'est je dirais, dans l'éthique même de l'écriture, d'être un peu en retrait par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, d'essayer justement de s'exiler, que ce soit dans l'imaginaire ou dans la vérité, en écrivant. Alors parfois, j'ai un peu de misère avec cette catégorisation qui fait une expérience de vie, une espèce de marque identitaire qui devient un peu une prison. Je pense que c'est un passage obligé pour n'importe quel écrivain, par exemple, écrire sur son parcours ou sur son enfance. Ce n'est pas exclusif aux immigrants. Par contre, ce qui fait un peu la distinction, c'est qu'on dirait qu'on ne lit les écrivains issus de l'immigration qu'à travers cette perspective-là. Et c'est ça qui devient un peu étouffant. On voudrait bien, on a d'autres choses à apporter, je crois, que le parcours identitaire, le parcours immigrant. C'est un passage obligé pour tout le monde, je crois. Et c'est peut-être d'autant plus fort pour quelqu'un qui a migré, mais ce n'est pas, je dirais, la finalité de son existence d'écrivain. Nous avons tendance de plus en plus à remarquer, mais à établir même que l'écrivain est de plus en plus considéré comme un médiateur interculturel. Est-ce que c'est votre conception? Quand je dis un médiateur interculturel, je parle donc des solidarités, des nouvelles solidarités qui sont donc créées au sein de la société. Nous pensons que l'écrivain, ce n'est pas juste le faiseur de mots, mais la personne donc, qui est carrément donc, dans les conférences ou donc, dans le milieu communautaire. Est-ce que vous pensez qu'au Québec, nous avons une autre définition de l'écrivain à ce niveau? C'est important que l'écrivain soit un médiateur, je veux dire, ça c'est sûr, mais ça fait partie de... Il faut dire que c'est un terme qu'on emploie beaucoup. Hein. La médiation est à la mode, hein. Ça c'est sûr, pourquoi pas. Et ça sert, mieux vaut ça que le contraire. Encore que, on peut se dire que l'écrivain, il peut écrire, c'est bête de dire comme ça, ce qu'il veut, mais si on pense à Rougedi ou si on pense à V.S. Naipaul, j'ai travaillé beaucoup sur cet écrivain, c'était pas un médiateur culturel, c'était plutôt un trublion et un horrible méchant, que je les aime beaucoup, ces écrivains, qui justement ne sont pas polis. Je ne parle pas d'écrivains qui sont dans le révisionnisme, dans le discours, dans la xénophobie littérale ou dans l'islamophobie, c'est pas ça dont je parle, mais des écrivains qui justement refusent le principe de la médiation. Parce que faire médiation, c'est accepter de faire communauté. Bon, donc c'est accepter de travailler pour un ensemble plus vaste. Et ma réponse, elle est indécise, parce que oui, il faut des médiateurs,
Il en faut, mais il ne faut pas réduire l'écrivain à un rôle de médiation. Parce que cet écrivain migrant, notamment, va demeurer un étranger pour 3 générations. Il va être le médiateur de tous les problèmes que les autres se posent. Il va devenir le psychothérapeute, il va devenir le chaman, il va devenir le sorcier, il va devenir tout ce que vous voulez, mais il va être constamment au service des autres. Il va devenir le psychothérapeute interculturel de l'État du Québec. Bon, et donc cet écrivain il a le droit de dire tout simplement, foutez-moi la paix, je suis un écrivain, et il a le droit de dire, vous me faites chier. Il a le droit de dire, cet écrivain, et là on pense à Rougedi, à Paul, à bien d'autres, mon travail, c'est pas d'être dans je dirais, l'initiative pédagogico-sociale, de faire œuvre de CLSC littéraire. Mais en même temps, la médiation, elle est importante parce qu'il faut partir, il faut, comment dire, voir là où ça se passe dans les classes, dans les petites classes, à l'école. Vous travaillez dans ce domaine, bon, je veux dire, il y a un travail d'éducation à faire. Moi, je dirais plus d'éducation que de médiation. Médiation, ça veut dire qu'on fait des compromis. Éduquer, c'est autre chose. Éduquer, ça veut dire qu'on apprend, on étudie, et puis, moi, je dirais que c'est plutôt ça. L'éducation populaire, mais... Parfait. Alors, un mot sur l'édition. Au Québec, comment est-ce que vous percevez l'édition en considérant qu'un auteur qui est publié, donc c'est déjà une première expérience, c'est déjà de la visibilité. Quel est votre sentiment sur le monde de l'édition au Québec? Avec mon premier recueil, je me suis édité moi-même, fait que j'ai pas encore été voir des maisons d'édition. Mais j'aimerais mieux le livre papier. C'est sûr qu'à la longue, ça va plus devenir numérique, là. Mais j'aimerais ça conserver l'édition. Je travaille actuellement, j'ai un mémoire d'Encrier, qui est une maison d'édition absolument extraordinaire qui s'est donnée comme projet de rassembler les continents en publiant des auteurs de la francophonie du monde. Et j'ai vraiment la chance, parfois ils m'interpellent pour lire des manuscrits, ils ont des lecteurs comme ça. Et je trouve que le travail d'édition, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça vous donne en fait beaucoup de pouvoir dans une société justement qui est plurielle, qui est pluraliste. Ça prend beaucoup de travail, je dirais beaucoup de conscience, beaucoup de sensibilité pour rendre compte et reconnaître cette réalité pour ce qu'elle est, avec tout ce qu'elle a à offrir et tous les défis, et d'avoir en fait l'écoute pour aller entendre ces voix qui parfois passent et on ne les entend pas. Et je pense que le défi de l'édition québécoise, ça serait ça. Ça serait, parce que il ne faut pas le nier, le monde, comme beaucoup des institutions québécoises, représentent encore trop peu la réalité plurielle du Québec. Pour le dire un peu vulgairement, c'est encore trop blanc. Vous comprenez? Et il faut qu'on voit à travers ces institutions, incluant l'édition, ce qu'on voit autour de nous de plus en plus, non pas seulement à Montréal, maintenant de plus en plus dans les régions aussi. Il ne faut pas oublier cette réalité. Alors je dirais que c'est le défi pour moi, c'est le défi de l'édition. Je me balance à la mer, j'envoie le message secret pour les gens qui comptent énormément à mes yeux. Ma bouche ne sait le dire. Mes oreilles souhaiteraient l'entendre. Mon cœur se retourne de tout bas et côté. Mon esprit guette les alentours et mon âme écope de toutes ces contrariétés. Devenant muette devant la combinaison, laquelle est la bonne, la vie est tordue. Peut-être est-ce moi qui entortille les événements, brouille les brouillons de mes rêves, créant les averses de pluie en questionnement constant. Ceci fatigue mes envies de grande escapade vers le dévoilement. Peut-être pas en entier, mais simplement. Des cris qui jouissent d'enfin sortir de ma cachette, voilant une partie de mes sous-entendus de ce qu'on a cru du fin fond de nous. Je me balance à la mer, une mer tranquille, où on repose sa conscience de l'existence qui me tourmente, parfois un peu trop. Ma vie émotive, un vrai jeu de mots, un scrabble mental qui cherche à raisonner l'ampleur de ma vérité, pétillant, ruisselant vers une éternité d'aboutissement. Merci.
deuxième, c'est Goutte à goutte. Goutte à goutte, tu envahis la magie de penser. Célébrer simplement l'imagination, le pouvoir d'y parvenir, accourir à l'espoir, revoir, ressentir, m'appartenir à ses désirs. Goutte à goutte, un instant à la fois, parfois si long le temps. Courez, mais ne cessez jamais de vous imaginer, c'est beau et gros. Goutte à goutte, je suis pensée, et je vois des couleurs au rythme de l'intensité pure, pureté de l'âme. Tes mots, les mots, mes mots sont l'évocation de nos émotions. Goutte à goutte, je n'ai pas de doute, j'embellis dans mes folies, puiser à la puissance d'un rêve qui a intérêt à se réveiller, exprimer librement l'émotivité conservée en entier, espérant que le mouvement du vent t'enverra la douceur d'une tendresse qui voyage, d'un partage de l'âme qui libère cette merveilleuse mélodie, me rendant radieuse au sourire d'un message envoyé. Vas-tu le recevoir? Merci. Le prochain, c'est Entre mes mains. Entre mes mains, l'espoir, y croire toujours plus fort à la dimension de ton cœur. Mon débattement s'accentue à la vue de ton regard. L'attente me questionne et en moi, le bouillonnement se fait ressentir et m'anime en exclamations répétitives, acclamant une partie de toi qui survole dans mes pensées continuellement. Tu es là, au profond de mes espérances. Entre mes mains, l'extravagance, des mille et une nuits où tu es le fruit de mes délices imaginés. La douceur caresse mon cœur. L'intensité m'a confié la responsabilité d'écouter les mots du cœur. C'est toujours lui qui a raison. La tête résonne, mais le cœur ressent et dit que la vérité. Entre mes mains, un bouquet de réjouissances à partager. J'attends avec impatience que tu m'envahisses de caresses qui me seront m'emmener à la pointe de l'extase, où mon imaginaire dépendra du voyage, insistant que mes mots te parlent et t'attirent au royaume du bonheur, partageant notre passion en s'accordant. Entre mes mains, un désir sensible qui éclore progressivement. De plus en plus que la lumière nous éclaireront, nous donnant la chance de naviguer entre les vagues d'abondance qui nous permettront d'être unis à l'horizon de notre ambition. Deux extraits, un qui vient de mon premier roman, L'Ongle de l'Olivier, et l'autre, ça va être un peu un petit goût de mon prochain roman qui sortira à l'automne. Alors, le premier roman, juste pour vous mettre un peu en contexte, c'est une histoire racontée par une fillette de 10 ans, en fait racontée par une fillette et par son oiseau imaginaire. Alors, il y a l'oiseau qui raconte et il y a la fillette. Et pourquoi? Parce que la fille, elle vit des choses que dans son imaginaire de 10 ans, elle ne comprend pas. Et donc, c'est son oiseau qui lui explique des choses qui la dépassent. Alors, dans cet extrait que j'ai choisi, souvent quand je lis dans ce roman, je lis les extraits sur la Palestine et sur le Liban. J'avais envie cette fois-ci de lire un extrait qui parle de Dubaï. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que cette fillette, qui est une enfant de réfugiés, elle vit donc à Dubaï, mais pendant les étés, elle retourne au camp de réfugiés au Liban, où le reste de sa famille est toujours là. Donc son papa est un rescapé un peu, qui a pu sortir de la pauvreté, mais le reste de la famille est toujours dans le camp. Et donc elle fait des allers-retours entre le camp, et vous pouvez imaginer, je pense que M. Harel l'a bien expliqué, les conditions dans lesquelles les réfugiés vivent, et ce pays un peu utopique, archi-riche, qui est Dubaï. Alors vous imaginez, c'est un peu difficile pour un enfant de comprendre ça.
Alors ici, donc cet extrait, ça parle de l'heure de la sieste, pendant laquelle la fillette qui s'appelle Yur, elle va nager avec son père et son frère. Et juste pour vous raconter un peu, à Dubaï, généralement, on ne nage jamais dans la mer à l'heure de la sieste. Il fait trop chaud. Il est trop chaud, l'eau est trop chaude, vraiment, on pourrait avoir un coup de soleil. Mais eux, ils le font. Et c'est un peu excentrique comme habitude, mais voilà, ça fait partie de leur routine. Et là, c'est l'oiseau qui raconte. À l'heure de la sieste, la plage est déserte. Des coquillages parsèment la grève, négligés. Il n'y a pas de châtiment plus cruel que la mort au bûcher de l'après-midi. S'ils avaient été rejetés au petit matin ou en fin de soirée, des couples amoureux les auraient trouvés et leur auraient insufflé la vie sous forme de bracelets ou de colliers. Des enfants les auraient incrustés dans leur château de sable pour les décorer. Un poète ou un errant les aurait pris et relancés à la mer. Yur les aurait charriés dans un seau pour les collages impressionnistes ornant les murs de sa chambre. Elle les aurait réincarnés en fleurs, en visages, en paysages. Elle les aurait contemplés de l'intérieur, aurait écouté les histoires et les légendes qui les amènent du royaume marin. Non, il n'y a pas de châtiment plus cruel que la mort par abandon au brisier de l'après-midi. Car à 7 heures de la journée, la plage est néant, sauf pour quelques ouvriers indiens, des naufragés du destin, venus se réfugier dans l'eau avant de retourner à leur travail dans les sites de construction. Esclaves modernes, consumés à petit feu. Consumés à petit feu dans les chantiers des princes du Golfe, ne revenant à leur géhenne qu'au nom du rêve d'une vie meilleure pour ceux qui les attendent au pays, les passeports confisqués, les corps barricadés, soit dans les squelettes des gratte-ciels, soit dans les chambres surpeuplées. Ils n'ont ni le temps, ni le désir de sauver les coquillages du sort qui leur fut Petite anecdote, ça m'est arrivé avec Yasmina Kadra. Yasmina Kadra, j'avais entretenu une courte correspondance avec lui, mais lorsqu'il avait fait sortir Ce que le jour doit à la nuit, un livre que j'ai lu 7 fois, à peu près 7 ou 8 fois, je lui ai écrit, Monsieur Kadra, vous avez écrit ou presque une histoire que j'ai vécue et que je ne saurais écrire comme vous. Juste pour dire que peut-être il avait réussi son pari, c'est celui de pouvoir écrire ce que les autres n'auraient osé dire ou n'auraient pu dire ou n'auraient pu écrire. Donc il y a toujours une interaction, une empathie aussi à ce niveau pour ce qui est de l'acte écrit. Alors une autre question, messieurs, dames, un commentaire? Oui, Salah? Je voudrais juste poser une petite question, peut-être très bien philosophique, mais ne pensez-vous pas qu'écrire dans une langue étrangère, qui n'est pas votre langue maternelle, n'est pas une certaine forme d'aliénation? Vous perdez votre univers de votre langue maternelle et vous allez dans une autre langue. Et cette langue-là, elle a ses propres codes, elle a son univers, sa culture et tout. Alors, ce que l'écrivain étranger qui écrit dans cette langue étrangère, au Québec, j'ai aussi d'autres questions par rapport aux écrivains de la diaspora, les écrivains immigrants. On parle en gros d'une vingtaine d'auteurs ici qui sont d'origine arabe, sur à peu près 1900 presque auteurs juste au Québec. Là. Donc nous, les gens qui arrivent de l'extérieur, on est une infime partie. Donc parler de la présence de la littérature migrante me semble un peu déplacé pour affirmer la présence de ces auteurs-là. Et aussi par rapport à la littérature québécoise canadienne, moi je connais un poète, peut-être que vous connaissez aussi, comme Michel Belskindle, l'un des fondateurs de l'UQAM. Il a publié peut-être une vingtaine
d'ouvrages. Et il était fondateur des éditions de l'Hexagone, la grande maison d'édition pour la poésie. Quand au Québec on fait une anthologie de la poésie québécoise, Michel Van Spinter n'a jamais été dans cette anthologie-là. Comment expliquer cela? Donc pour la langue maternelle, il me semble qu'on perd quelque part de notre personnalité en allant apporter une œuvre artistique dans une autre langue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. Je pense que c'est drôle que vous mentionnez. Hier, j'étais justement dans un dialogue intéressant avec Gérard Bouchard et avec un autre groupe d'anthropologues qui ont travaillé sur l'interculturalité. Et pendant 1h30 de discussion, personne n'a parlé du fait, justement, du fait économique, du fait de la précarité, du fait qu'aujourd'hui, on a plus de travailleurs temporaires qui entrent au Canada que de résidents permanents, qui vivent dans la précarité la plus extrême. Les droits les plus élémentaires, ils ne les ont pas. Alors, comment peut-on parler d'interculturalité alors qu'il y a tous ces écarts-là? Vraiment, quand on parle de minorités invisibles, on est dans l'invisibilité totale. Vraiment, c'est comme presque nier leur existence. Alors oui, je suis absolument d'accord. Il y a aussi l'autre côté. Souvent, justement, ceux qui voyagent beaucoup, c'est pas en fait ceux qui sortent de la pauvreté vers les pays développés, mais les ultra-riches qui, eux, peuvent se permettre vraiment, qui ont les passeports pour se déplacer entre tous les pays sans aucun problème. Ils ne connaissent pas les frontières. Alors que vous demandez à quelqu'un qui a un passeport qui n'est pas très, disons, très haut sur l'échelle, les frontières, ça existe et c'est plus solide que jamais. Alors je pense que vous avez raison, il faut qu'on réfléchisse à ça. Nous, en tant qu'écrivains, je pense que quand on écrit nos récits, il faut que nos personnages reflètent aussi ces réalités. Je pense que l'un des pièges de l'écriture, et c'est un travail pendant toute ta vie, de justement ne pas écrire seulement sur des personnages dans lesquels nous les reconnaissons, qui sont en fait des clones de nous-mêmes, mais de faire ce pas-là, d'aller essayer d'imaginer des humains entiers dans la fiction, mais qui sont complètement différents de nous, et ne pas les déshumaniser ou les juger. Merci beaucoup. Tout mettre au pluriel. Littérature, mais... Ouais. En soi, un écrivain, c'est de littérature, hein, déjà, tout ça. Mais je dirais littérature. Oui. Sérieusement, moi, je dirais... C'est vraiment très diversifié. Oui. Je dirais aussi les littératures québécoises. Aussi. Un écrivain ici, c'est pas comme un écrivain donc les décisions sont différentes. Oui, mais un écrivain québécois, c'est pas comme un écrivain québécois non plus. Non, mais c'est ça, on en parlait tout à l'heure, c'est ça le problème. En fait, s'il y en a un, je suis pas sûr qu'il y en a un, pas les écrivains, mais c'est justement cette obsession identitaire. Et cette dimension de l'affect, du rapprochement de l'empathie, de la sensation à l'égard de la langue, d'un paysage, d'un bout de pays, ça c'est d'un souvenir, ça c'est la matière de littérature. Mais après ça, l'écrivain québécois, il n'est pas uniforme non plus. Hein. De la littérature. Alors voilà, je m'appelle Yara El-Radwan, je suis anthropologue et auteure, romancière. J'ai eu un grand plaisir à participer à ces soirées littéraires. Je pense que c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de découverte, un lieu d'enrichissement. C'est toujours important de pouvoir s'exposer à tout ce que le Québec a à nous offrir au niveau de la culture, de la littérature, et je me compte très chanceuse d'avoir eu cette opportunité. Je pense que déjà en offrant ce plateforme, déjà on est dans l'interculturalité, en étant à l'écoute, en étant conscient de cette pluralité des voix, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Il faudrait continuer là-dessus, pas nécessairement, ça pourrait donner des discussions à la fois intéressantes, mais aussi provocatrices, et je pense qu'il faut y aller dans toutes ces directions-là sans avoir peur. M'a fait connaître bien des choses, m'en a fait apprendre. J'ai bien aimé les échanges, autant les échanges avec les autres
poètes ou écrivains. Puis aussi l'échange avec le public, c'est comme ça, tout rassembler tout le monde. C'est une façon pour moi de connaître. Ah, écoutez, j'ai trouvé ça à la fois d'une grande spontanéité et puis comment dire, j'ai trouvé ça très vivant. Donc vraiment, je suis très très heureux d'avoir été invité. Je compte bien suivre les activités hein, parce que vraiment, c'était à la fois rafraîchissant, c'était à la fois personnel. Je trouve que les initiatives sont absolument extraordinaires. Je trouve qu'il y a une diversité d'interventions. Je ne connaissais pas. Je connaissais pas. J'ai rencontré les deux cofondateurs de ce projet il y a à peine 15 jours. Ils m'ont invité et vraiment, je trouve qu'il y a à la fois un ancrage intellectuel, il y a en même temps des interrogations sociales, comment dire, il y a de la vie. Oui, la soirée était très bonne. J'ai beaucoup aimé un petit peu. Le public était vraiment diversifié. Puis les intervenants, les écrivains, le thème était vraiment très apprécié. La soirée était vraiment très conviviale. Puis c'était un petit peu le commencement pour les soirées, pour les prochaines soirées. Pour l'interculturel, vraiment, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Surtout pour nous, les Maghrébins, l'interculturel, c'est vraiment toute une production, soit artistique, culturelle, soit au niveau du théâtre, de la poésie, de la musique, mais c'est à travers la langue Alors française. bonsoir donc à toutes et à tous. On a avec nous donc Monsieur Kamal Benkiran, organisateur donc de la soirée d'aujourd'hui. Puis qu'est-ce que tu penses de la soirée d'aujourd'hui, Kamal? Ben écoute, pour moi c'est une soirée très réussie, surtout avec la présence des gens, des questions pertinentes et le choix des auteurs qui étaient présents là, qui ont partagé leurs textes et qui ont partagé donc leur expérience. Nous avons parlé donc d'interculturalité, de littérature québécoise et nous avons donc inauguré ce projet qui est les 1001 soirées littéraires, qui a un pôle principal qui est celui de permettre à la littérature de vivre autrement, de permettre à la littérature d'être mobile, de se déplacer, d'aller dans des coins névralgiques et d'aborder le texte, d'aborder les gens des lettres et les gens des mots et de pouvoir donc relancer autrement la littérature et donc de créer un rendez-vous incontournable. Donc le lancement d'aujourd'hui était très réussi, nous sommes très satisfaits, surtout avec l'afflux des gens. Merci beaucoup à l'UNEC, merci beaucoup à nos partenaires qui nous ont donc soutenus. Comme je viens de dire, avant, nous n'avons d'autre prétention que de continuer donc, dans la même voie, d'aller de l'avant avec ce projet parce que nous tenons à ce qu'il continue d'avoir cette touche rassembleuse et fédérateur et nous espérons donc aller jusqu'au bout et surtout continuer d'être réceptif parce que si on n'est pas réceptif, c'est-à-dire que toujours faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. Alors, merci France Benjamin, merci l'UNEC, merci Khalid Fensab, merci Dame Diversité Artistique Montréal, Jérôme Pruneau. C'était un plaisir pour nous de discuter ici.